Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand? Pour une personne comme moi, c'est souvent une joke qu'on entend dans les parties de Noël et qui nous fait toujours rire de la même façon. Mais si on pose cette même question à un adolescent, un jeune de 12 à 17 ans, on peut créer chez lui une certaine incertitude. Il faut qu'il nous donne une réponse, il faut qu'il y ait un plan. Sinon, il va faire quoi? Pourquoi ça nous dérange tant qu'un jeune ne sache pas ce qu'il va faire plus tard? Pourquoi est-ce qu'il doit absolument avoir la grande réponse à cette question? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand? Mon hypothèse, on a peur. On a peur qu'il se trompe. On a peur qu'il prenne de mauvaises décisions. Plus jeune, moi, j'en avais pas de réponse. Je répondais automatiquement « Ah, je vais être policier. Je vais être enseignant. » Plein d'autres réponses qui me permettaient juste de mettre fin à cette mauvaise conversation. En 2006, après 2 années universitaires, je suis de retour chez mes parents. J'ai frappé un mur de plein fouet. Impossible pour moi de me projeter dans un avenir quelconque. Mais si je vous dis qu'il existe, au Québec, un directeur général d'école privée qui a été mis dehors de son université parce qu'il n'allait pas à ses cours ou à ses examens. Probablement que tout le monde ici va crier au scandale. Ça n'a pas de bon sens. Ben, savez-vous quoi? C'est moi. C'est moi ce DG-là. C'est Rocky Balboa, boxeur légendaire des années 80, qui m'a fait réaliser que même si je ne savais pas où j'allais, je devais quand même me relever et continuer. Je l'entends encore dire à son fils, « Aussi grand et aussi fort que tu sois, la vie te mettra à genoux. Personne frappe aussi fort que la vie. L'important, c'est de se faire cogner puis d'aller quand même de l'avant. » Dans mon histoire, ces coups de la vie dont Rocky parle sont tous liés aux décisions que je prenais. Si on regarde chaque décision sur le court terme, oh, que j'étais mauvais pour faire des choix. Malgré tout, mes mauvaises décisions m'ont mené à qui je suis aujourd'hui. Mes mauvaises décisions m'ont fait grandir, et Dieu seul sait que j'en ai pris des mauvaises décisions. Et tout ça débute par ma première grande mauvaise décision, soit celle de faire mes maths fortes en 4e secondaire. En tant qu'école, en tant que directeur, enseignant, intervenant, on veut tous le meilleur pour nos élèves. On veut qu'ils développent quoi? Leur plein potentiel. Mais est-ce qu'on s'attend à ce qu'eux veulent vraiment? Surtout quand c'est notre propre enfant. À l'époque, j'ai fait comme tout le monde. Parce que j'avais des bonnes notes, j'ai pris les maths fortes. Mais je ne l'ai pas fait pour des bonnes raisons. Je réussissais, mais je n'aimais vraiment pas ça. Tranquillement, l'école devenait un fardeau pour moi. Jusqu'à ce que je découvre l'implication scolaire et le sport parascolaire. Lors de mes choix de cours en 4e secondaire, j'avais aussi pris l'option technique de scène. Et un peu plus tard, je me suis inscrit en volleyball parascolaire. Progressivement, je m'impliquais dans de plus en plus d'événements dans mon école. En fait, moins j'avais de plaisir en classe, plus mon implication augmentait. Jusqu'en 5e secondaire où j'ai fait la rencontre d'un enseignant, Benoît Fontaine. Benoît était l'enseignant responsable du plus gros spectacle de notre école, le Choma 2001. Il m'a rencontré pour que je sois en charge de l'équipe technique de ce spectacle-là. Une marque de confiance hallucinante pour le jeune de 17 ans que j'étais. Avec le recul, je réalise à quel point cet enseignant a eu un parcours majeur a eu une influence majeure dans mon parcours. Parce qu'il m'a fait réaliser que j'avais toute une sorte de potentiel de gestionnaire et d'organisateur d'événements que je ne connaissais même pas en moi. Mes notes ne se sont pas améliorées, mais ils n'ont pas empiré. Le plaisir d'aller à l'école était revenu. J'arrivais maintenant à m'accomplir dans mon école. Tranquillement, j'ai terminé mon secondaire. Avec une moyenne générale vraiment ordinaire, mais avec une toute nouvelle confiance en moi
qui grandissait. Quand septembre est arrivé, je suis rentré au cégep en sciences humaines. Sciences humaines, pas de maths. Oh non, pas de maths. 3 ans même de sciences humaines. Ça fait pas beaucoup de cours par session, mais ça laisse amplement le temps pour jouer au volleyball. C'est à partir de ce moment-là que le sport est vraiment devenu central dans ma vie. Surtout lorsque j'ai fait la rencontre d'un certain Glenn Hogue, entraîneur de volleyball et sommité mondiale dans ce sport. Glenn m'avait approché pour que je fasse partie de son équipe universitaire qui entraînait à l'époque. J'étais sur un nuage. Je n'étais pas un gros joueur au niveau collégial. Je faisais mon travail sans plus. Donc, cet homme-là veut que je fasse partie de son équipe. J'étais sans mots. Une chance inouïe. Et ce fut aussi le plus énorme coup de pelle que j'ai eu en plein visage. Pas parce que je n'avais pas le potentiel. Je l'avais. Disons que c'est plutôt au niveau de l'éthique de travail que ça grinçait. N'importe quel athlète qui serait sorti de cette rencontre de recrutement-là se serait dit « Let's go, je fonce ». Pas moi. La préparation estivale qui m'a remis, je ne l'ai pas fait. Et je suis arrivé au camp d'entraînement en retard sur le restant du groupe. Quotidiennement, j'arrivais à m'en sortir, je suis grand. Mais au premier tournoi de pré-saison, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais pas prêt. Après 2 défaites, Glenn me prend à part. Il voulait me parler. Il s'approche de moi, mais de très près. Il faut comprendre que Glenn est aussi grand que moi, voire même plus imposant. Il s'approche de moi et il me pointe ici. Et il me dit « C'est ta faute si on perd. C'est ta faute si l'équipe a pris du retard. T'es pas prêt, tu m'as déçu. » Je pense que même quelques ans plus tard, ça me frappe autant juste de réentendre ces mots-là. Ça me frappe parce qu'il avait raison. Ça me frappe aussi parce que c'était la première fois qu'à 6 pieds 6, je me faisais engueuler directement dans les yeux. Une première pas très plaisante. Glenn avait donc raison. J'avais pas fait ce qu'il fallait. Je venais de décevoir la personne en qui j'avais le plus d'estime à ce moment-là. Tout ça est arrivé le 9 octobre 2004, jour où une partie de moi a complètement changé. Ce jour-là, Glenn m'a fait comprendre c'était quoi être un joueur universitaire. Ce jour-là, Glenn me fait comprendre qu'une mauvaise décision peut avoir un impact sur les autres. En me reprenant en main, je suis devenu officiellement un joueur universitaire à ce moment-là. Ce fameux 9 octobre est la journée où la résilience est née en moi. J'ai compris c'était quoi lorsque quelqu'un avait confiance en toi. Tout ce beau travail-là n'aura pas eu le même impact, par contre, d'un point de vue académique. Disons que mon implication dans mes études a été inversement proportionnelle à mon développement d'athlète. Ça va pas. Je ne vais pas à mes cours. Je ne sais pas ce que je fais. J'ai aucune volonté, aucune discipline. Au secondaire, au cégep, j'arrivais toujours à m'en sortir à la dernière minute avec une excuse, une raison un peu dernière minute. Mais à l'université, non. Pas de deuxième chance. En mai 2006, je recevais officiellement ma lettre qui disait « Désolé, M. Brien, c'est terminé. Votre parcours à l'université est officiellement terminé. » J'ai tout lâché à ce moment-là. Je suis retourné vivre chez mes parents à Granby avec des dettes ridicules. J'ai quitté la personne qui m'aimait le plus et qui me soutenait depuis 5 ans, ma blonde de l'époque, et j'ai lâché le sport universitaire. Seul endroit où j'arrivais réellement à m'accomplir. Cet été-là, j'ai touché un fond que je ne pensais même pas qu'il existait. Heureusement, j'avais quelques amis qui me permettaient d'oublier le moment présent durant la période estivale. Jusqu'à la rentrée scolaire. Quand septembre est revenu, tout le monde retournait à l'université, mais pas moi. Quand je me suis retrouvé seul, c'est là que j'ai compris que j'allais pas bien. Ça aura pris 1 mois. La fin de semaine de l'Action de grâce 2006
avant que je fasse une autre rencontre déterminante. En fait, Caroline est la rencontre de ma vie. D'autant plus qu'on vient de deux univers relativement différents. Moi, je viens de cette île, je viens de Granby, excusez. Et elle vient de cette île. Une nouvelle relation amoureuse naissait à 900 km de distance. Après quelques mois de fréquentation, 3, je prends une autre grande décision. Selon ma famille et Caro, c'est loin d'être une bonne idée. Mais bon, j'en suis pas à une erreur près. Le 27 janvier 2007, je déménageais officiellement à cette île. Et ce fut la meilleure mauvaise décision de ma vie. Parce que 18 ans plus tard, j'ai un travail que j'adore, une femme inestimable et 3 terreurs que j'échangerais pour rien au monde. Ma vie à cette île me fait comprendre par quoi je venais de passer. Et en 2009, quand Caro a décidé de faire un changement de carrière et de retourner aux études, j'ai décidé de l'accompagner là-dedans. De retour à Sherbrooke, je me suis réinscrit à mon université. Je me suis réinscrit dans mon programme et je suis allé voir individuellement chacun des professeurs que j'avais eus 3 ans plus tôt. Et je me suis excusé. 2 ans plus tard, je terminais officiellement mon bac. Avec en prime 2 nouvelles choses. L'humilité et une résilience à toute épreuve. Aujourd'hui, j'ai la chance d'évoluer dans un milieu tout simplement incroyable. L'Institut d'enseignement de cette île, j'y suis directeur depuis maintenant 7 ans. Ça se trouve être l'école privée la plus éloignée du Québec. Donc, notre réalité n'a rien à voir avec le reste. Tout d'abord, notre clientèle, elle est divisée entre les jeunes de cette île et de Port-Cartier et une série d'élèves qui proviennent des différentes communautés autochtones de la Côte-Nord. En fait, on se démarque surtout par nos relations sociales. Les relations entre les élèves sont tellement harmonieuses que je m'amuse souvent à dire qu'on est le plus bel exemple de réconciliation entre les peuples qui existe au Québec. À mon école, on aime ça faire les choses autrement. On est une école un peu comme son directeur, atypique et résiliente. On aime se tenir debout, on aime grandir. Et quoi de mieux que de travailler sur un des aspects qui a forgé la personne que je suis, l'apprentissage par l'erreur. On s'entend, c'est pas un concept que je vous apprends aujourd'hui. Tout le monde en parle. Mais de le mettre en application dans un contexte scolaire, et ce, quotidiennement, est là le vrai défi. Aujourd'hui, je vous invite à amener vos élèves à prendre des décisions dans leurs apprentissages, à risquer de faire des erreurs. Il faut qu'ils se trompent. Il faut qu'ils soient face à ces problèmes et qu'ils les solutionnent. Est-ce que c'est facile? Non, vraiment pas. On est tous humains. Pour la plupart dans le monde de l'éducation, c'est un réflexe. On veut leur dire quoi faire. On veut leur montrer le bon chemin. Mais ce n'est pas de ça dont nos jeunes ont besoin. Aujourd'hui, plus que jamais, nos élèves ont besoin d'apprendre à tomber. Ils ont besoin d'apprendre la résilience. Regardez un élève, que ce soit son enfant, son athlète, se tromper, prendre une mauvaise décision, c'est difficile. On veut intervenir, mais encore une fois, soyez présent pour l'orienter, mais soyez surtout présent au moment où il va chercher à comprendre son erreur, au moment où il va chercher à savoir comment se relever. C'est là qu'on peut faire une réelle différence. Aujourd'hui, j'ai de la chance. Je me suis trouvé. J'ai réussi. À l'occasion, je me surprends de dire « Ah, si j'avais su, je me serais inscrit en management. » Rapidement, je me rends compte que ça n'a aucun sens parce que c'est le cumul de mes mauvaises décisions qui ont mené à la personne que je suis aujourd'hui. C'est les apprentissages et les mains tendues à des moments parfaits qui ont fait de moi la personne que je suis. Chaque fois que je suis tombé,
j'ai construit quelque chose. Chaque fois que je suis tombé, je me suis relevé, mais je ne l'ai jamais fait seul. C'est les interventions inattendues de quelques personnes qui m'ont permis de découvrir en moi une force intérieure qui dormait, soit celle de me relever et de continuer d'avancer. Rocky avait raison sur une chose. Personne frappe aussi fort que la vie. Il faut encaisser, il faut assumer ses décisions. Mais il y a une chose dont Rocky ne parle pas, par contre. La vie, ça ne fait pas juste cogner. Ça sait aussi créer des opportunités. Et c'est à vous de les saisir.